Les autres outils d'une banque centrale, vous avez le bilan, les masses monétaires M1, M2 et M3. En fait, ça va être hyper important parce qu'il n'y a vraiment pas que les taux d'intérêt. Une politique de banque centrale, elle s'accompagne toujours par une évolution du bilan, des masses monétaires M1, M2, M3, comme j'ai dit. Et en fait, tout ça, ça va vous prédire des tendances, hein, clairement, ou alors vous confirmer que vous êtes plutôt dans une tendance globale. Ok, c'est pas quelque chose qu'on va se servir tous les jours, mais ça va être quelque chose de très important pour avoir une vision vraiment globale, une analyse fondamentale de l'économie actuelle et de ce qui pourrait arriver. Donc déjà, on va commencer par le bilan d'une banque centrale, hyper important, parce qu'avec ça, on va pouvoir avoir des divergences avec les autres banques centrales, tout comme, en fait, comme pour les taux d'intérêt finalement. Ok, donc ça fait vraiment partie de la politique monétaire, c'est très important. Donc en fait, le bilan d'une banque centrale, c'est quoi déjà la banque centrale, elle va avoir des actifs, que ce soit réserve d'or, réserve de devises, des titres, des créances d'État et des créances sur les banques commerciales. En fait, une banque centrale, elle peut émettre donc des obligations d'État, et en fait, ça va faire office d'injection monétaire dans l'économie. Ok, parce que forcément, quand la banque centrale elle va émettre des obligations d'État, ou alors sur les banques commerciales, ça va se retrouver sur les marchés financiers, dans l'économie. Et en fait, tout simplement, tout ça, ça va faire, suivant en fait le degré que ça va prendre comme tournure, bah, ça peut faire augmenter la masse monétaire et donc stimuler l'économie. Mais évidemment, nous, en tant que traders, ce qu'on voit, c'est comment ça peut faire bouger les marchés. Et donc, bah, ça peut évidemment faire exploser les marchés boursiers et également faire potentiellement chuter une devise parce que s'il y a trop d'injections monétaires, eh ben, ça, la monnaie est de moins en moins rare et donc elle vaut de moins en moins. C'est exactement ce qui s'est passé après. On va voir des exemples. Il y en a vraiment plein en plus. Et inversement, donc ça, c'est plutôt une politique qui va être dovish, ok, vous l'avez reconnu, augmentation de la masse monétaire, baisse de taux d'intérêt, en général ça s'accompagne comme ça, même si c'est pas toujours corrélé. Ok, des fois vous avez un bilan qui peut grimper, mais des taux d'intérêt qui restent élevés ou qui continuent même d'augmenter. Et donc à l'inverse, baisse de la masse monétaire, ralentissement économique, là on veut lutter contre l'inflation par exemple, donc en plus de ça, ça peut s'accompagner par des hausses de taux. Et donc voilà, et donc ça peut avoir pour conséquence de faire baisser les marchés boursiers et potentiellement faire grimper le cours d'une monnaie. Donc là, je vous propose qu'on aille voir directement des exemples. Alors déjà, comment on peut voir ce graphique-là? Vous allez sur TradingView, vous pouvez marquer par exemple United States, la banque centrale en question, donc Central Bank Balance Sheet Canada ou Euro Area. Ok, et donc voilà, je vais vous faire d'ailleurs un premier exemple qui s'est produit vraiment en 2023. Je vous prends cet exemple-là parce que c'était vraiment une divergence, la dernière plus grosse divergence massive qu'on a eue et qui a clairement, il y avait des opportunités à prendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc ça, c'est des vieilles captures d'écran. En 2023, avril 2023, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des faillites de banques régionales américaines. Et ce qui s'est passé, mais c'est que c'était que aux États-Unis. Il y a eu aussi Crédit Suisse en Suisse. Mais ça, c'est un autre exemple. Donc là, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passait? Vous voyez, vous avez le bilan de la BCE ici, et vous avez le bilan de la Fed ici. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que là, il y a eu une divergence absolument massive à ce moment-là. C'est que le bilan de la Banque Centrale Européenne, donc qui a chuté, donc c'est plutôt, je vous rappelle, ça va en faveur justement d'une politique hawkish, donc à la fois de hausse de taux pour lutter contre l'inflation et de baisse du bilan, donc on injecte moins de liquidités sur les marchés, vous avez compris, en titre d'obligation d'État, etc. On resserre la vis. Et là, ce qui s'est passé en fait, parce qu'il y avait de l'inflation donc, la Fed, elle faisait pareil, sauf que là, hop, le bilan de la Banque centrale, il a explosé comparé à celui de la BCE pour justement sauver les clients en fait des banques régionales qui avaient fait faillite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait pas faire de vagues dans l'économie américaine. Donc ils ont voulu mettre ça au maximum sous le tapis. Et donc là, forcément, il y a eu des craintes. Il y a eu des craintes que la politique monétaire américaine soit en fait gâchée parce que le bilan de la Fed, il explose en hausse. Parce qu'à ce moment-là, donc lutte contre l'inflation, c'était pas du tout dans l'intérêt de la Fed que le bilan il explose encore une fois parce qu'elle était en plein justement resserrement monétaire, en baisse du bilan, hausse des taux d'intérêt, très hawkish quoi. Donc là, ça l'a foutu un peu mal, et donc forcément, l'euro USD a explosé en hausse. Donc, le dollar américain a perdu beaucoup de valeur face à l'euro. Donc ça, c'était pour le premier train. Comme je vous le dis toujours, il y a toujours deux trains en analyse fondamentale, mais dans le trading en général, c'est que vous avez un mouvement qui se crée, et après, si ce mouvement, enfin le problème qu'a initié ce mouvement-là, il est réglé, et bien vous allez avoir le mouvement inverse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que, on va dire, la Fed a sauvé ce qu'il fallait sauver, d'un point de vue de ces faillites bancaires-là, et bien vous voyez que le bilan ici de la Banque Centrale Américaine, vous savez quoi, je vais voir si je peux le noter, ça va être un peu plus simple. Ok, voilà. Donc là, vous voyez le bilan ici, hop, il repart en baisse, très bien, hop, et on était à peu près par ici justement, et là le cours du dollar américain a repris sa hausse parce que là, voilà, les craintes elles se sont retirées sur les banques américaines,
et surtout sur le bilan de la Fed. On s'est dit, ok, c'est bon, la Fed va continuer d'avoir une politique monétaire hawkish, donc c'est parti, le dollar américain va pouvoir reprendre de la valeur là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour le premier exemple. Donc maintenant on va continuer avec un autre exemple, et vous allez voir que ça a son importance, pardon. C'est au niveau de la valeur pure et dure de la monnaie. Vous voyez que pourquoi le franc suisse en fait il est si fort? Le franc suisse il est hyper fort. Et surtout qu'il y en a plein, ils comprennent pas pourquoi, parce que le franc suisse, c'est la devise majeure qui a les taux d'intérêt les plus faibles. Même encore aujourd'hui, ça a toujours été le cas globalement ces dernières décennies. Donc là, vous voyez, j'ai tracé une courbe ici post-Covid. Donc là, vous avez, alors je vais encore le notifier, voilà. Ici, post-Covid, vous le voyez à chaque fois ici, annotation, voilà. Post-Covid, post-Covid, post-Covid. Donc là, juste avant ici, c'était avant la crise du Covid. Ok, parce qu'à ces moments-là, le bilan des banques centrales a littéralement explosé en hausse. Pourquoi le bilan de ces banques centrales-là a littéralement explosé? Tout simplement parce que les gens ils étaient confinés chez eux, et donc le gouvernement il a injecté massivement des liquidités sur l'économie pour pouvoir payer les gens qui étaient confinés, et donc en fait l'économie elle continuait quand même de tourner malgré que plus personne travaillait. Donc forcément il fallait énormément d'injections monétaires, et donc là les banques centrales ce qu'elles ont fait c'est qu'ils ont émis énormément de titres obligataires au gouvernement, donc il y a eu création monétaire, et en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, pour la BCE ça a littéralement explosé en hausse, pour la Fed ça a littéralement explosé en hausse aussi, la banque centrale en Suisse également, ça a explosé en hausse. Mais qu'est-ce que vous remarquez? C'est que là, quand il y a eu le resserrement monétaire, parce que tout ça, ça a en fait créé de l'inflation, parce que forcément, quand vous injectez massivement des liquidités sur les marchés, aussi énormes d'un seul coup, on va le voir après plutôt en détail sur les graphiques, sur TradingView, et bien voilà, forcément derrière, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça va créer de l'inflation, parce que autant de masse monétaire d'un coup, alors qu'en plus de ça, l'économie était fermée, voilà, c'était forcé d'être fermée, donc il n'y a pas eu beaucoup de création de valeur, en plus de ça. Donc là, vous avez tous les éléments pour qu'évidemment, il y ait inflation et après, derrière, une politique hawkish. C'était logique. Et ce que vous remarquez, c'est que la Suisse, donc, dès qu'il y a eu le resserrement plutôt hawkish, le bilan de la Banque Centrale Suisse est revenu à ces niveaux. Et là d'ailleurs, là, c'est des vieilles captures d'écran à l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus bas que le post-Covid. Ce qui s'est passé avant au niveau du bilan de la Banque Centrale Suisse, il est déjà revenu à ces niveaux du Covid précédent. Alors que la Fed et la BCE, mais pas du tout, on est encore très loin, vous voyez. Donc en fait, la Suisse a fait beaucoup moins exploser en hausse son bilan que les autres banques centrales, et c'est aussi une des raisons qui fait que le franc suisse est globalement très fort, parce qu'il y a vraiment moins d'impression monétaire en Suisse, donc le franc suisse est plus rare, en plus il est très 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 demandé, parce que c'est une économie qui est très stable, donc vraiment il y a plein d'éléments, c'est pas que ça, mais voilà, vous ajoutez ça, vous ajoutez ça, vous ajoutez ça, vous avez un franc suisse qui fait que de prendre de la valeur. Ok, donc il y a aussi autre chose, ça va être le contrôle de la courbe des taux. Bon, ça fait là c'est autre chose, c'est plus le bilan, mais bon, c'est un peu un rapport avec les taux, donc je vous en parle quand même. C'est que là, vous voyez, là on revient un peu en arrière, on est en 2023, entre 2023 et 2024. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que le Japon a mis un contrôle de la courbe des taux. Donc ça fait aussi partie d'un des outils des banques centrales, elle peut le faire. Donc ça veut dire que les rendements obligataires japonais, ils étaient bloqués à 0,5%. Donc comme ça, le gouvernement, il n'a pas à payer beaucoup d'intérêts, mais par contre, il y a un côté très vicieux à ça. Vous l'avez reconnu, c'est que là, en même temps, vous voyez ici, Allemagne, UK, Australie, US, ils étaient en explosion haussière, les rendements obligataires. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'inflation, donc les hausses de taux d'intérêt, tout ça, ça a fortement grimpé. Le Japon, il est resté plafonné en dessous de 0,5. Donc, si vous êtes investisseur particulier ou institutionnel, peu importe, pourquoi vous allez foutre vos ronds dans les obligations japonaises? Il n'y a pas d'intérêt. Ça va vous rapporter que dalle, alors que vous avez les États-Unis qui sont quasiment à 4%, même à 4%, UK pareil, tout le monde est au-dessus de 2, presque 3, voire 4. Pourquoi? Le Japon, le yen japonais, il a chuté, perdu beaucoup de valeur, c'est pour ces raisons-là. Et vous voyez, donc dans ces eaux-là, c'est pour ça que le yen japonais, il a vraiment beaucoup chuté, on le voit ici. Donc là, on était 2021, 2022, 2023, vous voyez, dans tous ces eaux-là, le yen japonais a fait que de perdre de la valeur face à toutes les devises. Et donc ça a été un véritable carnage, et ça a été une des raisons, ok? Les taux d'intérêt, les fameux taux d'intérêt. Mais là, c'était pas que les taux d'intérêt purement, c'était le contrôle de la courbe des taux au niveau des obligations. Ok, donc maintenant je voulais vous parler. Attendez, d'abord on va aller voir. Ouais, on va d'abord aller voir. Parce que là je me suis un peu égaré, excusez-moi. On va revenir juste sur le bilan des banques centrales. Je vais vous montrer ça sur TradingView. Vous voyez ici, voilà.
Donc là, on est sur celui de la Fed, le bilan de la Banque centrale de la Fed. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que là, vous voyez, ça c'était juste avant le Covid, et donc là, il a littéralement explosé en hausse le bilan comparé au précédent. Et vous voyez qu'en fait, à chaque crise majeure, le bilan, il explose, parce que voilà, il faut sauver les banques, l'économie. Donc voilà, injection massive de liquidité. Donc là, vous voyez, crise des subprimes, 2008. Hop, 2008. C'est très très brouillon comment j'écris ça. Bref, vous avez compris, 2008. Hop. Là, il y a eu le... Alors, ça c'est la Fed, donc ça se voit pas, mais sur la BCE, on peut aller le voir rapidement. Parce qu'il y a eu la crise de la dette souveraine. Donc ouais, c'était par ici. Après, le bilan de la Banque centrale européenne a explosé pour la crise de la dette souveraine européenne. On va revenir sur celui de la Fed rapidement. Il est là. Voilà. Ok, donc là, vous avez eu le Covid également. Et là, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le resserrement monétaire. Et qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est qu'on va voir sur le marché boursier. Donc là, pourquoi en fait c'était facilement prévisible que les indices boursiers pendant le Covid, donc c'était ici, voilà. Pendant ici, il y a eu le flash crash du Covid, ça a été très rapide. Pourquoi c'était largement prévisible qu'on ait une hausse directement après? Parce qu'en fait, le bilan de la Banque centrale, il a littéralement explosé. Donc tout ça, ça allait forcément être des liquidités qui allaient être injectées sur les marchés. Et donc, bah voilà, vous avez l'économie qui redémarre très fortement, surtout qu'en plus, bah, c'était un confinement forcé. Il n'y avait pas, par exemple, de crise systémique de, ben voilà, la défaillite des grosses banques américaines, voilà, la Lehman Brothers comme en 2008, crise subprime. Là, il n'y avait pas en soi, il n'y avait rien, ok. C'était vraiment de confiner, forcé. Ok, donc après, c'était facilement prévisible qu'il allait y avoir justement de l'inflation. Vous voyez ici, il y a eu le bear market de 2022. Normal, normal. Vous avez après le bilan de la Banque centrale qui commence à baisser et la hausse des taux d'intérêt aussi à côté de ça. On peut le voir juste ici, tout ça c'est en fait corrélé. Donc juste avant le Covid, vous voyez, il n'y a pas eu de... Enfin juste, ouais, pendant le Covid et avant le Covid et un peu après, il n'y a pas eu de taux d'intérêt. Il y en a eu, c'était 0,25, donc c'est que dalle. Et après, on a eu explosion des taux d'intérêt, donc 2022, vous voyez ici, et ça correspond totalement, vous voyez ici 2022, ça correspond totalement au bear market. Ouais, 2022, bear market. Et après, on s'est relancé très fortement parce qu'on allait avoir des attentes de baisse de taux d'intérêt. D'accord? Donc là, c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis attention. C'est pas parce que le bilan de la Banque centrale, on va y revenir dessus, il continue de chuter que les marchés en fait boursiers, ils vont continuer leur chute. Ok, il y a également les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment tout réunir, tous les paramètres que vous allez avoir. Mais ça en fait partie. Maintenant, je voulais vous parler rapidement de la, je sais pas une vidéo dédiée à ça, mais rapidement de la masse, des indications M1, M2, M3, donc de masse monétaire. Donc, quand vous voyez M1, en fait, ça va être voilà, les liquidités en circulation, donc billets, pièces et comptes courants. M2, ça va être la M1 plus les livrets, dépôts à terme, moins de 2 ans. Et la M3, ça va être donc la M2 plus les fonds monétaires, titres de créance. Okay, donc, en fait, on voit ça directement sur les graphiques. Vous voyez, ça, c'est la masse monétaire M1. À quoi ça va nous servir tout ça? C'est que vous voyez que là, comme d'habitude, il y a eu le Covid ici. Hop, ici, il y a eu le Covid. Ça a littéralement explosé, voilà, pour sauver l'économie de ce confinement-là. Ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que vous voyez ici, en quelques mois, on a fait 300% de hausse, alors que pendant littéralement 10 ans, on a à peine fait 140% de hausse, quoi. Sur cette masse monétaire-là, cette indication de masse monétaire-là. D'ailleurs, ici, je me rappelais, on était quand même tous choqués. Que la masse monétaire augmente à ce point-là, c'était assez délirant, il faut dire. Et vous voyez en fait la corrélation déjà, vous la voyez venir. C'est que là, donc c'est pareil, quand il y a eu le bear market de 2022, vous voyez que la masse M1, elle était en chute libre. Alors là, je parle du M1, mais le M2, c'est la même chose. Ok, si vous allez voir le M2, c'est pareil. D'accord? Vous voyez ici, il y a eu une chute en 2022, exactement quand il y a le bear market. Donc vous voyez où je veux en venir déjà. Avec ça, vous pouvez voir des tendances globales sur les marchés boursiers, etc. etc. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que il y a eu un creux ici et qu'on est reparti en hausse. Vous voyez, on est reparti en hausse. Et comme par hasard, c'était donc fin 2023 qu'on a commencé à se redresser là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc fin 2023, alors ça a commencé déjà fin 2022, mais vous voyez qu'après on est vraiment reparti en hausse sur le marché
boursier. Ok, donc vous voyez quand même qu'il y a quand même des grosses corrélations avec ça. Et oui, et ce que je voulais vous dire encore une fois, c'est que quand vous voyez une masse monétaire M1 qui explose comme ça, mais derrière, c'est sûr à 100 000 % qu'il va y avoir de l'inflation et que derrière, il va y avoir une politique monétaire hawkish. Donc là, en fait, vous pouvez à la fois anticiper un marché boursier qui part en boom, comme ce qui s'est passé là, ça part en boom après le Covid, et après, une chute, une correction. C'est juste logique. Parce qu'il y allait avoir les politiques monétaires hawkish derrière de la Fed. Parce que l'inflation. Et c'est totalement logique. Vous pouvez pas émettre autant de monnaie en circulation et comme si ne rien n'était, tout va bien, merci, au revoir. Bah non. En plus là, il n'y avait pas eu vraiment de création de richesse derrière, vu que tout le monde était enfermé. Donc vous voyez un petit peu comment on peut s'amuser entre guillemets avec les bilans de banque centrale. Et par exemple là, je vais vous donner un exemple de ce qu'il pourrait y avoir à surveiller actuellement, c'est ça. C'est que par exemple, si le bilan de la Banque centrale américaine il commence à stagner, voire commencer légèrement à grimper, et que celui de la BCE, il fait pas ça, ah pardon, là je suis sur les taux d'intérêt, voilà, ça c'est le bilan de la BCE, et si celui de la BCE il continue à chuter, ça peut être aussi une indication que le dollar américain va potentiellement perdre plus de valeur que l'euro, parce que voilà, il y a de nouvelles injections de liquidités. Ok, donc voilà comment on peut s'en servir de ces fameux bilans, plus masse M1, M2, M3. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous pouvez rejoindre le mentorat, le lien est en description, vous allez voir les différents modules. On parle évidemment d'analyse fondamentale, des options également. Alors je suis un trader CFD et options, ok, je ne suis pas du tout que sur les options, mais les options c'est un nouveau module et je partage également toutes mes analyses.